Donc, bonjour tout le monde. Donc, nous allons commencer le cours. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, je vais partager l'écran. Alors, je vais partager l'écran. Bien, alors je vous avais dit la dernière fois de préparer l'exercice 4. Donc, avant de commencer l'exercice 4, on va revenir donc sur... on va faire l'exercice 4. Seulement, avant de le commencer, donc nous allons terminer le point, la fragmentation des datagrammes IP. Donc, la dernière séance, on a vu les champs d'un en-tête d'un datagramme IP. Je les différents champs d'un en-tête du datagramme IP. Et on avait dit que les champs de la deuxième ligne, précisément, c'est-à-dire le champ identification, le champ drapeau et le champ offset, on appelait les champs de la deuxième ligne. Donc, voici le format d'un datagramme IP. On a dit que le champ identification, il se trouve sur 16 bits, c'est-à-dire 2 octets. Le champ drapeau, 3 bits. Et le champ offset, ou déplacement de fragments, 13 bits. Les 3 champs, ils interviennent dans l'opération de fragmentation de datagramme IP. On va voir aujourd'hui. Alors, avant de parler de ce que c'est l'opération de fragmentation des datagrammes IP, nous allons définir d'abord la notion de MTU. Nous allons définir la notion de MTU. Alors, c'est quoi un MTU? Alors, on appelle taille maximale d'une trame d'un réseau, le MTU, le Maximum Transfer Unit. La taille maximale d'un datagramme IP qui peut traverser un réseau sans subir de fragmentation. Par exemple, pour les réseaux Ethernet, nous avons un MTU de 1500 octets. Et pour les réseaux FDDI, nous avons un MTU de 4470 octets. Donc, la taille, elle représente quoi? Elle représente la taille d'un datagramme IP qui peut traverser un réseau sans subir de fragmentation. Autrement dit, si la taille du datagramme IP est inférieure au MTU du réseau, c'est bon, il n'y aura pas d'opération de fragmentation. Mais si la taille du datagramme IP est supérieure au MTU du réseau auquel le datagramme va passer au travers, à ce moment-là, il faut procéder à une opération de fragmentation. Alors, quelle idée de l'opération de fragmentation? L'opération, elle est effectuée par quel équipement? On va voir ça en détail. Ainsi que les règles de gestion qui définissent l'opération de fragmentation et comment les 3 champs, identification, drapeau et offset, interviennent lors de l'opération de fragmentation de datagramme IP. Alors, pour expliquer tous ces concepts-là, nous allons supposer, sur le schéma que vous avez donc ici, nous allons supposer qu'un datagramme IP est généré par une machine A et que ce datagramme IP va traverser 3 LAN
pour arriver jusqu'à la destination qui est la machine B. D'accord? Donc, on suppose qu'on a un datagramme qui est généré par la machine A, qui, elle, est connectée au réseau 1. D'accord? Donc, la taille est égale à, la taille du MTU est égale à 1500 octets. Ensuite, remarquez bien que le réseau 1 est connecté à un routeur R1. D'accord? Le routeur R1 lui-même est connecté à un autre réseau, réseau 2. Donc, le MTU est égal à 620 octets. Le réseau 2 donc, est connecté aussi à un routeur R2. Le routeur R2 est connecté au réseau 3, dans lequel se trouve la machine B. Et donc, le MTU est égal à 1500 octets. Donc, la figure TANA, le datagramme IP généré par la machine A est censé traverser, donc il est créé au niveau du réseau 1. Ensuite, il est censé passer par le routeur R1, traverser le réseau 2, arriver au routeur R2. Ensuite, mais le routeur R2, il sera envoyé vers la machine B, donc le réseau qui se trouve au niveau du réseau 3, donc le MTU est égal à 1500 octets. Donc là, on va voir comment se fait l'opération de fragmentation. Bien. Alors, le datagramme initial généré par la station 1 a une taille de 1320 octets. 1320 octets. Excusez-moi. Alors, s'il vous plaît, vous corrigez le support, vous corrigez sur une feuille, on va être le support de cours. Le support de cours, j'ai donné la taille 1300 octets, mais là, je l'en-tête. Donc, vous corrigez, vous la taille le datagramme d'origine, 1320 octets. Vous rajoutez les 20 octets l'en-tête. D'accord? Le datagramme d'origine fait 1300 octets de données pures. D'accord? Les qsmnahum en 600, 600 et 100, qui nous l'opération de fragmentation. Ou on a 20 octets à l'en-tête. Et je trouve qu'il fait l'opération de fragmentation. Donc, le datagramme d'origine, qu'est-ce qu'il va faire? Il est créé au niveau du réseau R1 et il va arriver au routeur R1. D'accord? Le routeur R1, il est obligé, pour faire parvenir le datagramme à la machine B, il est obligé de faire passer le datagramme par le réseau R2. Mais le problème qui se pose, c'est que le réseau R2 a une MTU, une taille, donc maximum transfer unit, de 620 octets. Et 1320 octets dans le datagramme TANA, ils sont nettement inférieurs à 620 octets. Donc, qui décide de faire l'opération de fragmentation? C'est le routeur. Le routeur R1, il va se dire que la taille du réseau R2 est insuffisante pour faire circuler ou pour faire traverser le datagramme initial. Donc, on est obligé de découper le datagramme d'origine en 3 fragments, F1, fragment 1, fragment 2 et fragment 3. Alors, notez bien que les 3 fragments vont avoir 3 en-têtes pratiquement identiques. L'en-tête du fragment 1, l'en-tête du fragment 2 et l'en-tête du fragment 3, ils sont à quelques détails près identiques. Et il est vrai qu'ici, on répète le fragment, l'en-tête, on le répète au niveau de chaque fragment. Mais ce n'est pas grave, parce que l'opération de réassemblage, dans laquelle on va reconstituer le datagramme d'origine, on va essayer de fusionner les 3 en-têtes en un seul en-tête. D'accord? Donc, remarquez, le fragment 1 fait un en-tête du fragment 1, une taille de 20 octets, plus des données sur 600 octets, c'est-à-dire que la taille du fragment 1, la taille totale du fragment 1, elle est égale à 620 octets. Le fragment 2 aussi, il a une taille de 620 octets, donc 600 octets de données et 20 octets d'en-tête. Et le dernier fragment, il contient une taille de 120 octets,
les fait à 100 octets de données et 20 octets de fragments. Voilà. Donc, c'est un exemple de fragmentation d'un datagramme IP par le routeur R1 afin de faire parvenir le datagramme à la machine de destination B. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que les fragments, bon, lorsqu'on fragmente le datagramme initial, le datagramme initial, il disparaît. Les trois fragments, les fragments, les connaissons. Est-ce que les trois fragments, ils vont subir une deuxième fragmentation au niveau du routeur R2, d'après vous? Non, on n'a pas besoin de les fragmenter. Voilà, on n'a pas besoin de les fragmenter. Pourquoi? Parce que le MTU, il est 1500. Très bien. Le MTU du réseau 3, il est grand, il est égal à 1500 octets. Donc, on n'est pas, le routeur R2 n'a pas besoin de faire une deuxième fragmentation pour les fragments. Mais s'il le fallait, c'est-à-dire si on suppose qu'on était dans un cas où le MTU du réseau R3 était inférieur à 620 octets, à ce moment-là, il faut que R2 fasse une deuxième fragmentation. Voilà. Donc, la fragmentation ou la décision de la fragmentation, comme vous voyez, elle est prise par un routeur et elle est faite lorsque la taille du MTU qui va recevoir le datagramme, du réseau qui va recevoir le datagramme, est inférieure à la taille du datagramme. Alors, il existe... Madame, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Non, on a fragmenté 600, 600, 600, mais 620, 620, 620, parce que les 20 octets, donc pour chaque bloc, pour chaque fragment, il envoie les 20 octets de l'entête. Exactement. Ça. Oui, exactement. D'accord, oui. D'accord, merci. Bon. Exactement. Les entêtes, ils seront fusionnés lors du réassemblage. Je ne l'entête 3 fois. Je vais les fusionner, je vais avoir un seul entête. D'accord, madame. Merci. Alors, pour éclaircir encore plus les choses, il y a des règles de fragmentation. Lorsqu'on fait une fragmentation d'un datagramme IP, il y a certaines règles qu'il faut connaître et qu'il faut respecter. Première des choses, c'est que seuls les routeurs prennent la décision de fragmenter. Donc, c'est les routeurs qui prennent la décision de faire la fragmentation, ce n'est pas les machines, c'est les routeurs. Lorsqu'ils reçoivent un datagramme, et étant donné que le routeur connaît la taille des MTU des réseaux auxquels il est directement connecté, donc il peut décider s'il va faire fragmenter les datagrammes qu'il reçoit ou pas. La deuxième chose à connaître, c'est que la taille d'un fragment, comment on choisit la taille d'un fragment? Elle est choisie de la plus grande possible, tout en étant un multiple de 8 octets, sauf pour le dernier fragment, bien sûr. Donc, lorsqu'on choisit la taille du fragment, elle est choisie donc la plus grande possible, tout en étant un multiple de 8 octets, sauf pour le dernier fragment, comme vous voyez de le voir, l'exemple. Alors, un datagramme fragmenté n'est réassemblé que lorsqu'il arrive à destination finale. Donc, on comprend par cela que seule la machine destinatrice peut faire l'opération de réassemblage. Donc, l'opération de fragmentation, je vais laisser les routeurs les dérouler. L'opération de réassemblage, c'est la machine de destination les dérouler. D'accord? C'est la machine de destination qui va faire l'opération de réassemblage. Donc, c'est la station de destination finale qui rassemble tous les fragments une fois qu'ils sont tous reçus. Alors, vous allez me dire comment la station de destination peut savoir si elle a reçu tous les fragments ou pas. Alors là, on va le voir quand on va examiner les champs du datagramme IP. On peut savoir si on a reçu tous les fragments ou pas. Alors, chaque fragment est routé de manière totalement indépendante des autres fragments du datagramme d'où il provient. Lorsqu'on a introduit le protocole IP. Le protocole IP est un protocole orienté non-connexion, sans connexion. Ça veut dire une fois qu'il envoie ses datagrammes IP,
IP n'a aucune manière ou n'a aucune procédure pour vérifier s'il a bien reçu ces fragments. Les fragments peuvent se perdre au niveau du réseau. À la DIC, le destinataire final qui reçoit un premier fragment d'un datagramme, qu'est-ce qu'il fait? Il arme un temporisateur de réassemblage. C'est-à-dire, c'est quoi un temporisateur de réassemblage? C'est un délai maximal d'attente de tous les fragments. Parce que la machine de destination, elle ne peut pas procéder à l'opération de réassemblage, les machines, les fragments. Mais كيف تعرف باللي كاع les fragments وصلوا, c'est une autre histoire, on va la voir dans le slide qui suit. Mais il faut qu'elle attende un certain délai ou تعطي الوقت les fragments باش يلحقوها. Mais il se peut, comme je viens de le dire, que certains fragments se perdent dans le réseau. Donc, si passé ce délai, tous les fragments ne sont pas arrivés, qu'est-ce qu'elle fait la machine? Elle détruit les fragments reçus et ne traite pas le datagramme. Parce qu'en fait, le datagramme est incomplet. Mais les fragments d'un datagramme. Donc, c'est sur la base de ce temporisateur de réassemblage, l'alarme, qu'on essaye d'attendre. Alors, 2 minutes, je reviens. Donc, excusez-moi, comme je le disais, donc la machine de destination, elle va armer un temporisateur de réassemblage. Alors, comment elle fait justement? C'est des détails techniques. Là, on sait qu'un fragment ou un datagramme a une durée de vie. Il a bien un TTL. Et on sait que le TTL, c'est le nombre de routeurs qui peut traverser avant qu'il meure. Parce qu'une fois que le TTL égale à 0, le fragment, il est détruit. Donc, sur la base de ce TTL et sur la base du type de réseau sur lequel le datagramme traverse, est-ce que c'est un réseau Ethernet, quelle technologie de câble, etc., on fixe un délai d'attente. Et si ce délai d'attente est dépassé, donc si on ne reçoit pas tous les fragments, donc le datagramme, il sera ignoré, il ne sera pas traité par la machine de destination. Maintenant, pour gérer l'opération de fragmentation et l'opération de réassemblage, il existe des champs au niveau du datagramme, de l'entête du datagramme IP. Et les champs, ils vont nous aider à faire l'opération de réassemblage. Donc, le processus de fragmentation-réassemblage est rendu possible grâce aux différents champs suivants. Le premier champ, qui est sur 2 octets, d'accord, 16 bits, c'est le champ identification. Le champ identification, le premier champ de la deuxième ligne de l'entête IP, c'est un entier qui identifie de manière unique chaque datagramme émis et qui est recopié dans le champ identification de chacun des fragments si ce datagramme est fragmenté. Donc, si je suppose que le champ, par exemple, ID du datagramme d'origine est égal à ID1, par exemple, si le champ ID du datagramme d'origine est égal à ID1, donc tous les fragments issus du datagramme d'origine, on va supposer qu'on va fragmenter le datagramme d'origine, tous les champs, ils vont recevoir le même ID, les voies ID1. Pourquoi tu manges comme ça? Le champ drapeau contient 3 bits dans lesquels on utilise seulement 2. Le champ DF et le champ NF. Le 3e bit, on ne l'utilise pas. Le champ DF veut dire « do not fragment ».
Autrement dit, si le champ df est égal à 0, ça veut dire que je peux fragmenter un datagramme. Mais s'il est mis à 1, ça veut dire que c'est un datagramme qui ne peut pas être fragmenté. Do not fragment. Alors, cette décision, elle est faite par la machine émettrice sur quelle base, c'est-à-dire sur la machine qui crée le datagramme. La machine qui crée le datagramme, c'est-à-dire au niveau du datagramme d'origine, il a le champ df égal à 1, ça veut dire que ce datagramme ne peut pas être fragmenté. Et si on trouve que le df est égal à 0, ça veut dire qu'on peut fragmenter ce datagramme. Maintenant, sur quelle base la machine qui crée le datagramme définit les champs? Là, je vous dirais, je n'ai aucune idée sur ça. C'est-à-dire, je ne sais pas comment est-ce que la machine qui crée le datagramme puisse dire si ce datagramme peut être fragmenté ou là. Ça peut être le type du datagramme ou là. Je n'ai pas d'idée sur ça. Vous pouvez vous documenter pour savoir pourquoi certains datagrammes dans lesquels on trouve le champ df égale 1, c'est-à-dire il est interdit de les fragmenter, on ne peut pas les fragmenter, et pourquoi dans d'autres datagrammes, on retrouve le champ df égal à 0. L'essentiel pour nous, on va retenir que si df égale à 1, donc datagramme ne doit pas être fragmenté. Si df égale à 0, ça veut dire que datagramme peut être fragmenté. Et le deuxième bit du champ drapeau, le NF, veut dire next fragment. Next fragment. Donc ici, c'est pour reconnaître, si vous voulez, si un fragment a une suite ou pas. Parce que si NF égale 1, ça veut dire qu'il y a un autre fragment qui suit le fragment. Si NF égale à 0, ça veut dire que ce fragment est le dernier fragment du datagramme d'origine. Donc le deuxième bit, surtout le NF, il est utilisé par la machine de destination pour positionner le dernier fragment de la liste des fragments qu'elle reçoit. Lorsqu'elle reçoit des fragments, bien sûr, vous savez, elle les reçoit en désordre, dans le désordre, parce qu'ils peuvent arriver de différents chemins. Donc, ils n'arrivent pas forcément dans l'ordre de leur émission. Et pour justement positionner le dernier fragment de tous les fragments qu'elle reçoit, la machine de destination, elle utilise le champ drapeau, plus exactement le bit NF du champ drapeau, pour positionner le dernier fragment. Et le champ déplacement de fragment, ce qu'on appelle aussi le offset, il précise la localisation du début du fragment dans le datagramme initial. C'est-à-dire, au niveau du datagramme initial, combien de déplacements je dois faire? Je dois faire un déplacement de certains octets pour retrouver la position de la data dans le datagramme d'origine. Alors, pour éclaircir la définition de ces champs-là, je vous donne l'exemple suivant. Dans l'exemple suivant, vous avez un datagramme d'origine qui a un en-tête H, d'accord, et qui a un identificateur est égal à I, et donc la taille est égale à L. L. Nous avons L octets à transmettre. Alors, remarquez bien que nous avons fragmenté le datagramme initial en 5 fragments, d'accord? En 5 fragments. Le header des fragments, les headers H1, H2, H3, H4, H5, c'est des en-têtes de 20 octets qui seront après, au niveau de l'opération de réassemblage, ils seront tous fusionnés en un seul header, d'accord? H. Maintenant, qu'est-ce qui change au niveau des headers? Pratiquement toutes les informations contenues dans les headers sont identiques, mis à part les champs offset, le champ drapeau, c'est les seuls champs, et le champ total length. C'est les 3 champs qui se entre H1, H2, H3, H4 et H5. Mis à part ça, tout le reste est le même. Alors, remarquez, par exemple, pour le champ identification, tous les headers, ils ont le même identificateur I parce que ce sont des fragments qui sont nés de la fragmentation du datagramme d'origine qui lui-même a un identificateur égal à I. Bon, ce n'est pas mentionné ici, mais l'identificateur du datagramme initial est égal à I. Alors, remarquez bien le champ offset, ou là, le champ déplacement. Remarquez par exemple que le premier datagramme, le premier fragment, le champ offset est égal à 0. C'est tout à fait normal. Parce que le champ offset, nous la fin de H, qui est en tête, le datagramme initial. Nous le champ offset.
il m'indique le champ offset, il m'indique le début de la data au niveau du datagramme d'origine. Par exemple, si je prends le premier fragment, où تبدا la donnée تاعو, la donnée utile, où تبدا en effectuant un déplacement de 0 après l'entête. Ça تبدا directement après l'entête. Quand est-ce commence la donnée du deuxième fragment? La donnée du deuxième fragment, elle commence en effectuant un déplacement de n octets. D'accord? En effectuant un déplacement de n octets, sachant que n, c'est la taille du premier fragment. D'ailleurs, de tous les fragments, mis à part le dernier fragment. Donc, pour le fragment 2, j'effectue un déplacement de n. Pour le fragment 3, j'effectue un déplacement de 2 fois n. C'est un déplacement, mais la fin de l'entête, un déplacement de 2 fois n, pour le début de la data, le troisième fragment. Pour le quatrième fragment, je fais un déplacement de 3 fois n pour arriver à la donnée du quatrième fragment. Et pour arriver à la donnée du cinquième et dernier fragment, je fais un déplacement de 4 fois n. Maintenant, regardez le champ total length, longueur totale. Alors, le champ longueur totale, qui se trouve au niveau du datagramme IP, on a fait la taille totale du datagramme, y compris l'entête. Elle a dit que pour le fragment 1, c'est h plus n. Pour le fragment 2, la même chose, c'est h plus n. Là, on ne compte pas le déplacement. Le fragment 2 fait n en tête, h2, plus une donnée de longueur n. La même chose pour h3, h plus n. La même chose pour h4, d'accord, h plus n. Et pour h5, ça sera h plus m. M étant quoi? Étant le reste, la division entière de L par 8. D'accord, c'est le reste. Le reste, c'est m. Et examinons aussi le champ drapeau des 5 fragments. Donc, pour le fragment H1, le fragment H4, pour le fragment 1, le fragment 4, le champ des F est égal à 0 parce qu'on l'a reçu égal à 0, le datagramme d'origine, donc on ne le change pas. Tous les champs, tous les fragments 1, 2, 3, 4, ont un next fragment. Donc, le bit NF du drapeau il sera égal à 1 parce que le fragment 1 a un next fragment qui est 2, qui est le fragment 2. Le fragment 2 a un next fragment qui est le fragment 3. Le fragment 3 a un next fragment qui est le fragment 4. Donc, je mets son bit NF égal à 1. Mais le fragment 5, qui est le dernier fragment, il n'a aucun fragment qui le suit. C'est lui le dernier fragment. Donc, je mets le bit NF à 0. Elle a dit que le champ drapeau pour tous les fragments de 1 à 4, c'est 0, 1, sauf pour le dernier fragment qui est égal à 0, 0. Voilà. Donc, c'est un exemple de fragmentation d'un datagramme IP et une spécification des champs qui interviennent dans l'opération de fragmentation. Maintenant, je vous pose la question. Supposons que ces 5 fragments arrivent au niveau de la machine de destination. Quels sont les champs avec lesquels la machine de destination peut faire le réassemblage? Bien sûr, les fragments Hadou, ils vont arriver en désordre, dans le désordre. Donc, quels sont les champs à travers lesquels le champ déplacement, madame. Oui, Tanit. Et next. Le champ ou l'identification. Identification, très bien. Parce qu'il a qu'un indé, par exemple, la machine, elle doit recevoir deux datagrammes. Ils se sont fragmentés. Il se peut que je reçoive des fragments le premier I, ou il se peut que je reçoive des fragments un autre fragment, un autre datagramme d'origine. Par exemple, l'idée c'est, je sais pas moi, K, par exemple. Donc, lorsque je fais l'opération de réassemblage, il faut que je contrôle que tous les champs ID ils sont identiques. Je ne peux pas réassembler 2 fragments appartenant à 2 datagrammes différents. Donc, pour faire l'opération de réassemblage, j'ai besoin du champ ID, j'ai besoin du champ offset pour reconnaître le premier et le dernier fragment. Le premier fragment a toujours un offset qui est égal à 0. J'ai besoin du champ drapeau, d'accord, pour reconnaître donc le dernier fragment, parce que le dernier fragment a la combinaison 0, 0.
contrairement aux autres fragments, il y a la combinaison 0,1. Ça y a aussi une quatrième information. C'est le champ ID, offset et drapeau, mais il fiche bien tlata pour le réassemblage. Là, il y a encore une information. Parce que comment je peux savoir si j'ai reçu tous les fragments ou là. واش لازم لي نعرف تاني؟ La longueur. Très bien. لازم نعرف la longueur totale تاع le datagramme d'origine. لازم نعرفها. D'accord? Parce que supposons qu'il يحكم au niveau de la machine de destination, يحكم H1, H2, H3 ومن بعد يحكم H5. كيف تقدروا تعرفوا بلي y a un datagramme qui manque اللي هو H4؟ كيف تقدروا تعرفوا بلي المانك؟ Madame, si la longueur est inférieure à la longueur totale, donc... Exactement. Donc, لازم لنا le champ longueur totale. لازم نعرفوا le champ longueur totale تاع le datagramme d'origine. Parce que كيما نعرفش le champ longueur totale تاع datagramme d'origine, ما نقدرش نقول est-ce que tous les datagrammes تاعي لحقوا ولا مازال، tous les fragments تاعي لحقوا ولا مازال. D'accord? Et puis le champ offset, il faut que j'ordonne mes datagrammes, mes fragments. Je les ordonne. Le premier, le offset 0, on va n, on va 2n, 3n, tel 4n. C'est comme ça que je fais l'opération de réassemblage. Voilà. Donc, à travers ces champs-là, la machine de destination peut procéder à l'opération de réassemblage des fragments qu'elle reçoit. Madame, Oui. Madame, la machine destination, la longueur totale de la donnée. Et chaque fragmentation a une longueur. Mais la longueur totale de la donnée, comment Justement, c'est la question les posée. La longueur totale. La longueur totale. Parce que la longueur totale du datagramme. منين نقدر نعرفها la longueur totale du datagramme؟ parce que حنا رانا نشوفوا بلي la longueur totale راهي تتبدل من fragment لفراغمون. D'accord? Chaque fragment a sa propre longueur totale. Oui. صح. كي نجي نجمع انايا لي فراغمون تاعي، انا لا كيسيون لي بوزيتها كي نبدا نوردوني لي اوفسيت، نبدا نوردوني لو بلو بوتي اوفسيت من زيرو حتى لو ديرني اوفسيت. كيف نعرف باللي لو ديرني فراغمون لازم قلنا يكون عنده لو بيت ان اف ايكال زيرو. وي هذه فهمت. صح. كي نبدا نوردوني لي فراغمون تاعي، شوفي مليح هنا في لي فراغمون تاعك، شوفي الاوفسيت عندك توجور دي مولتيبل دو 8. Ça veut dire تبداي بالزيرو هكذا، ومن بعد تبداي بالان، ومن بعد اللي يجي مور الان سي 2 فوا ان، ومن بعد اللي يجي مور دو ان سي 3 فوا ان، ومن بعد اللي يجي مور 3 فوا ان سي لو 4 ان، اي اون ميم طون هو الاخير. انت كيف تعرفي بلي سوبوزون كو لو فراغمون اللي عنده الاوفسيت 3 فوا ان ما لحقش هذاك؟ داكور. كيف لا ماشين تقدر تعرف باللي يخصها ان فراغمون؟ نورمالمون دير لا كومباريزون بين لا تاي توتال مع لا تاي تاع لي فراغمون اللي راهم عندها، مي لا تاي توتال من راح تجيبها؟ اكزاكتومون. حنا هنا ما عندناش لا تاي توتال، عندنا لا تاي توتال دو شاك فراغمون. وي. وفي لو شون تاعنا le champ datagramme IP, on a la version, on a la longueur d'entête, le type of service, on a la longueur totale. On a la longueur totale, le fragment. Le fragment là. Le fragment, on a identification, on a drapeau, on a déplacement de fragment. Voilà. Donc ici, qui nous donne les fragments taille,
كي نبدا نرتبهم كيفاه نقدر نعرف باللي يخصني ان فراغمون؟ مدام اذا ما صبناش لا كومبينيزون 00 في لي درابو تسمى ما لحقش لو دارني. هذه تسمى ما لحقش لو ديرني على بالنا. اذا صبناها نديرو لوفسات تاع لو دارني بلس لا لونغور توتال تاعو. Très bien. نكومباريوها. Très bien. Donc le dernier fragment وشنو هي المعلومه اللي نقدر نخرجها منه؟ سي لوفسات نتاعو. Très bien. Le dernier fragment عنده معلومه اللي هي الاوفست تاعو. الاوفست تاعو كيما هنا في هذه الحاله شحال شفتوا؟ الاوفست تاعو تساوي 4 فوا ان. وهذيك ال 4 فوا ان كي نزيد لها لا تاي تاع الديرني فراغمون اللي هي الام واش يخرج لي؟ لا تاي توتال تاع الضرب تاع الضغط. يخرج لي لا لونغور توتال. دونك لا لونغور توتال منين نجبدها؟ مادام ماهيش تيكزيستي في لي فراغمون منين نجبدها؟ لا لونغور توتال نجبدها من ديرني فراغمون. فهمتوني؟ فوالا. تسمى اذا كان ان فراغمون ما لحقنيش كيفاه نعرف كيفاه نقدر نتنبه باللي الفراغمون هذاك ما لحقنيش؟ من لا لونغور توتال الموجوده لا لونغور توتال بلس لوفست تاع الديرني فراغمون. وي وي مدام فهمت ميرسي. فوالا كي يلحقني الديرني فراغمون نجبد منه لا لونغور توتال تاعو داكور اللي هي لا تاي تاعو ونزيد لها الاوفست بيان سور ومن بعد نحي لو لونتيت باش ما نعاودش نحسب لونتيت دو فوا. دونك نغاردي الاش بلس ام بلس الاوفست داكور تخرج لي لا تاي تاع لو داتاغرام دوريجين. كي نقدر نكومباري لا تاي تاع داتاغرام دوريجين مع لي زوفست اللي لحقوني نقدر نعرف اسكو لحقوني كاع لي فراغمون ولا لا. À ce moment-là, la machine de destination peut procéder à l'opération de réassemblage. Voilà. Donc, le dernier fragment, il est important. Je peux le reconnaître à travers la combinaison 00 تاع drapeau ou نقدر نجبد منه aussi l'information تاع le champ longueur totale. Alors, pour exercer هاد les notions اللي رانا نشوفوهم, on va faire l'exercice 4 dans lequel عطاونا un datagramme, d'accord? Ou attendez des questions. Ils nous ont posé des questions concernant ce datagramme. Donc, on va essayer de répondre aux questions qui ont été posées. Donc, essayez d'ouvrir, s'il vous plaît, ouvrez votre exercice 4 de la série 4. D'accord? On va essayer de traiter l'exo 4, série 4. Bien comme il faut, hein. Ça évident. وشنو؟ ها؟ وشنو باين؟ أبي. ولا أبي. شوفي. بسم الله. Bien, alors première question dans l'exercice 4, on nous demande quel est... Donc vous avez le datagramme au niveau de l'exercice 4, عندكم l'en-tête. Première question, à quel protocole est destiné le datagramme IP justifié? Alors, je connais le champ qui nous permet de connaître le type de protocole qui a servi à créer le datagramme. Donc, le flanc tête IP. Le champ protocole. Très bien, le champ protocole. Donc, on va le champ protocole. Je vous le champ protocole.
Voilà. On va essayer de convertir cette suite binaire en une suite décimale, en un chiffre décimal pour faire correspondre le protocole. Donc, le champ protocole تاعنا عنده هاد la combinaison binaire 110. Alors, la combinaison 110 elle correspond en décimale, c'est en binaire. En décimale, elle correspond à un 5. 5 ou 6 5. 6. 6. 6. D'accord, 6 en décimale. D'accord. Et à l'hsab le cours, 6 correspond au protocole TCP. D'accord, les UDP c'est 17. Le cours, le champ protocole. On l'a introduit au niveau du cours. Après, si vous revoyez votre cours, voilà. On a 1 pour ICMP, 2 pour IGMP, 6 pour TCP et 17 pour UDP. Donc, le datagramme, il a été créé par le protocole de couche plus haute, c'est le protocole TCP. Ensuite, on nous dit qu'indique les valeurs des champs drapeau et déplacement. Donc, on va essayer de récupérer les champs drapeau et déplacement et on va essayer d'analyser les informations qui sont contenues dans les deux champs, le champ déplacement et le champ drapeau. On commence par le champ drapeau. Donc, le champ drapeau est égal à 0, 1, 0. Bon, le dernier bit, il est inutilisé. Le dernier bit, donc, d'accord. Donc, nous utilisons le bit 1 et le bit, le premier bit. Donc, il y a le bit don't fragment. Il est à 0. Ça veut dire qu'on a reçu, ça veut dire qu'on peut fragmenter ce datagramme. Et le NF est égal à quoi? Est égal à 1. Donc, je mets déjà un datagramme qui contient son champ drapeau à 0,1. Next fragment égale 1. Ça veut dire qu'il existe un autre fragment qui suit ce fragment. Ça veut dire tout simplement, est-ce que le datagramme qui est énoncé au niveau de l'exercice 4, est-ce que c'est un datagramme d'origine? Non, Non. fragment. Donc, ce datagramme, ce n'est pas un datagramme d'origine. Ce datagramme est un fragment. Pourquoi? Parce que le champ NF, le bit NF, pardon, du champ drapeau est égal à 1. Ça veut dire qu'il y a un autre fragment qui suit ce fragment. Donc, on a procédé à une première opération de fragmentation. Et le fragment qui est donné au niveau de l'exercice 4, c'est un fragment parmi les autres fragments. Et d'ailleurs, ce qui confirme ça, c'est le champ déplacement. Je vous montre le champ déplacement. Il est égal. Quand j'ai un datagramme d'origine, le champ déplacement à 0. Ou NF égale à 0. Donc, je retrouve au niveau du champ déplacement, je retrouve une combinaison binaire que je vais essayer donc d'interpréter en décimale. Donc, on a 6 zéros. Donc, 64 madame. 64 octets. Donc, qu'est-ce que je peux déduire donc de les champs? Donc, on peut déduire que ce datagramme est un fragment et que pour retrouver la donnée de ce fragment, on doit effectuer un déplacement de 64 octets par rapport au datagramme d'origine. D'accord? La donnée du fragment HADA, on la retrouve en effectuant un déplacement de 64 octets par rapport au datagramme d'origine, après la fin de l'entête du datagramme d'origine. Alors, après,
nous dit donner la longueur totale du datagramme d'origine à l'envoi. Est-ce qu'on peut calculer la longueur totale du datagramme d'origine? Non. Non, madame. Non, le quand un f égale 0, on aurait pu. Voilà. Donc, quand on a le fragment, le dernier fragment, oui. C'est-à-dire, si le datagramme traité était le dernier fragment, on aurait pu déduire la longueur totale. Mais ici, on ne peut pas donner la longueur totale du datagramme d'origine. Ça, on peut donner une indication. On peut lui donner une indication. On a certaines informations qui nous permettent de donner des indications sur la taille du datagramme d'origine. Elle est supérieure à la 64 plus la longueur totale de le fragment. Oui. On peut donner donc des indications. On peut dire donc que la taille du datagramme d'origine est supérieure donc à la taille, la longueur totale du fragment, la longueur totale du fragment, plus le déplacement. Le déplacement, donc on peut déjà donner l'indication. C'est tout ce qu'on peut faire. On ne peut pas donner la taille du datagramme d'origine. Voilà, donc déjà la longueur totale du fragment. Donc, on a le champ longueur totale du fragment. Donc ici, longueur totale est égale à combien? Le champ longueur totale, c'est le fragment. Hein? Donc, je vais mettre longueur totale entre parenthèses du fragment. Mais il y a l'entête plus la taille. C'est la longueur totale. Où je fais l'entête. Et par défaut, justement, l'entête par défaut, il est de 20 octets. On peut aussi maintenant. On a la longueur d'entête. Donc, l'entête, on peut maintenant. D'accord? Et la longueur d'entête. Donc, longueur d'entête. La longueur d'entête, c'est la combinaison. On a comme c'est des multiples de 32, on multiplie par 4. Donc, c'est un 5, d'accord? Multiplié par 4, donc on tombe sur 20 octets. Donc, la longueur de l'entête, c'est 20 octets. Et la longueur totale du fragment, c'est combien? Donc, c'est 2 à la puissance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est 2 à la puissance 8 qui nous donne 0. 256. Voilà, c'est 256 octets, y compris l'entête. D'accord? Et on prend 256, maintenant 236 plus 20. Voilà. Parce que c'est la longueur totale. Fait l'entête, il y a 20 octets, il y a le datagramme IP, donc l'entête, plus la taille de la donnée, la data, il y a 236. Voilà. Donc, en plus, d'accord, en plus, à la belle, il y a un offset, un déplacement de, le déplacement, 64 octets, 64 octets. Donc, ce que je peux conclure par rapport au datagramme d'origine, je peux dire le datagramme d'origine, d'accord, ou la longueur totale, c'est le datagramme d'origine,
elle est supérieure, elle est strictement supérieure à quoi? Elle est supérieure aux 20 octets de l'entête, d'accord? Les idlhom, 64 octets de déplacement, 64 octets de déplacement. Les idlhom, la taille, la data, le fragment, il y a 236. Voilà. Donc, on a le 236 plus 64 plus 20. Je vais te dire là. 320. Pardon? 320. Voilà, 320 octets. Voilà. Donc, tout ce que je peux dire par rapport au datagramme d'origine, c'est que sa taille, sa longueur totale, elle est strictement supérieure à 320 octets. Mais comme je ne sais pas combien de datagrammes il reste derrière, donc à ce moment-là, je ne peux pas donner la taille. Le dernier fragment, oui. Si le fragment Hada, c'était le dernier fragment, on aurait pu calculer la taille du datagramme d'origine. Madame, j'ai une question. Oui. Là, on a la taille du datagramme qui est supérieure à la taille du déplacement. Ma femme, comment c'est possible? Le routeur, quand il fragmente avec la même... Comment ça se fait? C'est des multiples de n. Oui, c'est vrai qu'on a c'est pas respecté. Bon, il y a ça. Mais c'est même pas avec les multiples de n. Genre, on a la taille d'un datagramme qui est 256 octets supérieur au déplacement. Donc, vu qu'un déplacement, donc on sait que le datagramme, c'est pas le premier datagramme. Exactement, oui. Donc, on a un datagramme اللي كان قبله. هذاك le datagramme قبله. ماشي normalement يجي عنده la même taille. Oui, هذه هي. C'est des multiples, لازم يكون la même chose, des multiples de n. Là, ça n'a pas été respecté. C'est tout. Voilà, ça n'a pas été respecté, oui. Il y a normalement les datagrammes qui نقسمهم de la même taille. Sauf le dernier fragment. D'accord? Oui, voilà. Le dernier fragment, parce que mes comptes... Voilà, mais là c'est vrai qu'on n'a pas respecté le critère. L'exercice, ça n'a pas été respecté, c'est vrai. Normalement, quand on les datagrammes on d'une taille égale, qui met l'exemple. Mais fait l'exemple, il y a les datagrammes, plutôt un déplacement ou un offset, c'est des multiples de n. n, 2 fois n, 3 fois n, 4n. Or, fait l'exercice, c'est vrai. Il y a de la remarque, même les étudiants de la section B d'Alouhali. Donc, oui, si vous voulez, c'est une erreur d'énoncé. C'est une erreur d'énoncé. Ils n'ont pas fait attention à ça. D'accord? D'accord. Voilà. Après, au niveau de la question 4, on nous dit interpréter la valeur du champ TOS. Donc, on va prendre la valeur du champ TOS depuis le datagramme. Donc, on va prendre le champ TOS maintenant. Type of service. Maintenant. Et on va essayer donc d'examiner la valeur du champ TOS. Donc, le champ TOS, c'est type of service, d'accord? Alors, c'est un champ qui contient 8 bits, mais on utilise seulement les 7 premiers bits. Donc, le dernier bit, on n'utilise pas. Le dernier bit, on n'utilise pas. On utilise les 7 bits. Attention, Youssef, attention. Attention. Voilà, on a les 3 premiers bits. Là, c'est des bits de priorité. Les 3 premiers bits, c'est des bits de priorité. Et tous ces bits-là, ils sont à 1. Ça veut dire qu'il s'agit d'une priorité maximale. Les 3 premiers bits, c'est les bits de la priorité. Là, il s'agit d'une priorité maximale. Les bits à la priorité, ils varient de 0, 3 bits à 0 jusqu'à 7, 3 bits à 1. Lorsque les 3 bits ils sont à 1, ça veut dire que c'est on recherche une priorité maximale pour ce fragment.
Ensuite, les bits, les 4 bits, c'est le DTRS. Vous vous rappelez? Les bits DTRC. D'accord? Les bits DTRC. Donc, D, c'est pour les délais. On avait dit que c'est D, c'est pour le délai. T, c'est pour le débit. R, c'est pour la fiabilité. Et C, pour le coût. Lorsque les 4 bits sont égaux, et lorsque la combinaison par les 4 bits, on la met tous à 1, ça veut dire qu'on recherche une sécurité maximale. Fiabilité. Voilà, une sécurité maximale. Donc, on a les 4 bits à 1 veut dire sécurité maximale pour ce fragment. Donc là, ça veut dire sécurité maximale. Donc, priorité maximale plus sécurité maximale. Ensuite, donner l'adresse IP en décimale des réseaux sources et destinations ainsi que leur classe. Donc là, on va tirer les informations à partir du datagramme. Donc là, c'est l'adresse IP source. On va essayer de la donner en décimale. Et l'adresse IP destination. Donc, rapidement, s'il vous plaît, donnez-moi les combinaisons décimales et les deux adresses, ainsi que les classes. 79. Oui. Donc, 79. 240. Oui. 15. Alors, 8 plus 4 plus 2 plus 1. C'est-à-dire 10 plus 15. 15. 15. Plus 128, plus 8, plus 2, plus 1. 137. 128, plus 8, plus 1. Donc, 136. Voilà. C'est une adresse de classe A. Le premier octet est égal à 79. Maintenant, l'adresse IP de destination. 200. 200. 200. 225. 140. 140. Et donc tous les bits 255. qui nous donne 255. Donc, elle dit c'est une adresse de classe C. Donc, dernière question, à qui est destiné ce datagramme? Donc, qu'est-ce qu'on remarque par rapport à l'adresse IP de destination? C'est une adresse de diffusion. Très bien. L'adresse IP de destination est une adresse de diffusion.
parce que tous les bits de la partie machine, ils sont à 1. C'est une adresse de classe C, donc on a un masque de /24. D'accord? Donc, c'est une adresse de diffusion dans le réseau 200, 225 et 140. Donc, à qui est destiné ce datagramme ou ce fragment? D'accord? Il est destiné à toutes les machines du réseau 200.225.140.0. Là, bien sûr, on est en /24. C'est une adresse de classe C. Donc, voilà. Comme l'adresse de destination est une adresse de diffusion, donc on dit que c'est un fragment qui est destiné à toutes les machines du réseau 200, 225 et 140. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc je vais enchaîner sur le routage IP, la troisième et dernière fonctionnalité du protocole IP. Je fais donc la première fonctionnalité liée à l'adressage IP. D'accord. Deuxième fonctionnalité, c'est la fragmentation des datagrammes IP. Donc, je fais de quoi est constitué un datagramme, l'entête du datagramme IP, de quoi il est constitué. Et la dernière fonctionnalité que nous allons voir par rapport au protocole IP, c'est le routage. Alors, d'une manière générale, on distingue au niveau du routage, on distingue deux types de remises. La remise directe, qui correspond au transfert d'un datagramme entre deux ordinateurs du même réseau. Lorsque j'oriente un datagramme d'une machine A vers une machine B, sachant que A et B se trouvent dans un même LAN, au niveau du routage, on parle de remise directe. Le routage, il se fait à l'intérieur du LAN, d'un même LAN. Et on a un autre type de remise, la remise indirecte. Il est mis en œuvre dans tous les autres cas, c'est-à-dire quand au moins un routeur sépare l'expéditeur initial et le destinateur final. Donc, la remise indirecte, en fait, c'est lorsque un datagramme IP doit sortir d'un LAN vers un autre LAN. Autrement dit, il doit passer par un routeur. Voilà. Lorsque je dois passer par un routeur, je parle de remise indirecte. Alors, pour sa part, la remise indirecte nécessite de déterminer vers quel routeur envoyer un datagramme IP en fonction de sa destination finale. Ceci est rendu possible par l'utilisation de ce qu'on appelle une table de routage spécifique à chaque routeur. Donc, chaque routeur contient une table de routage qui permet de déterminer vers quelle interface de sortie ou vers quelle voie de sortie je dois envoyer un datagramme destiné à un réseau quelconque. Donc, la table de routage d'un routeur, vous pouvez, au niveau de chaque routeur, en mode, pas en mode privilégié, vous pouvez faire le IP route. En exécutant le IP route, vous pouvez l'essentiel, vous allez voir ça en TP. La commande IP route d'un routeur permet d'afficher sa table de routage. Et qu'est-ce qu'elle contient, la table de routage? La table de routage d'un routeur, elle contient donc plusieurs informations, mais principalement, elle contient deux colonnes importantes. Les HUMA, la paire d'adresses du type DR. Où D, c'est l'adresse IP d'une machine, ou là, d'un réseau de destination. Et R, c'est l'adresse IP du routeur suivant sur la route menant à cette destination. C'est-à-dire, c'est l'adresse de l'interface ou le nom de l'interface. Ça dépend. Des fois, l'interface, on peut le nom, comme l'adresse IP de l'interface. Alors, cette technique dans laquelle un routeur ne connaît pas le chemin complet menant à une destination, mais simplement la première étape de ce chemin, elle est appelée routage par saut successif, le next hop routing. C'est-à-dire que le chemin, il est construit saut par saut. À chaque fois que je traverse un routeur, je trouve une interface de sortie pour le datagramme. J'envoie le datagramme et si le datagramme doit tomber encore sur un autre routeur,
Le routeur, il va faire de même. Il va consulter sa table de routage, suivant bien sûr l'adresse de destination. Donc, il va décapsuler le paquet pour en tirer l'adresse de destination et consulter sa table de routage pour essayer de trouver un chemin pour cette adresse de destination. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une table de routage contient aussi une route par défaut qui spécifie un routeur par défaut vers lequel sont envoyés tous les datagrammes pour lesquels il n'existe pas de route dans la table. Il se peut aussi que je ne trouve pas une correspondance au niveau de la table de routage. Le routeur ne trouve pas de correspondance pour son adresse de destination. Et s'il ne trouve pas de correspondance, qu'est-ce qu'il fait? Dans une table de routage, on a toujours ce qu'on appelle une route par défaut, default. Dans cette route, on va essayer d'utiliser cette route pour faire circuler les datagrammes auxquels on ne trouve pas de correspondance. Voilà. Donc, on va essayer de pratiquer ces concepts sur la figure suivante. En fait, dans cette figure, remarquez que vous avez principalement combien de sous-réseaux dans cette figure? Alors, on a le sous-réseau Ethernet 140.252.1. D'accord. On a un deuxième sous-réseau Ethernet toujours 140.252.13.32. Ou on a le sous-réseau SLIP, troisième sous-réseau, les 140.252.13.64, qui est compris entre les deux routeurs O1 et O2. Et puis, on a Internet. Donc, au total, je vais les sous-réseaux. 1, 2, 3, 4. On a 4 sous-réseaux. En comptant Internet, bien sûr. Alors, ce qui est affiché ici, c'est une table de routage du routeur. Alors, qui fait la table de routage, la table de routage qui est affichée. On a des R1, R3, on a deux principaux routeurs. On a des O1 et O2. Alors, la table de routage qui est affichée est celle du routeur R3. Parce que tous les réseaux qui sont énoncés au niveau de la colonne destination, ce sont des réseaux qui sont connectés, qui sont proches du routeur R3. Alors, bien sûr, regardez, vous avez au niveau des flags, vous avez les UGH, UH, UG et U, vous avez la signification des flags. Lorsque vous avez un U, la table de routage, en fait, elle a été extraite depuis une station Sun. D'accord? Depuis une station Sun. Donc, vous allez retrouver ça au niveau du support de cours. Faites les détails. Voilà. Dans l'exemple donné ici, la table de routage simple de l'ordinateur R3 sous un système Unix. Unix Sun est la suivante. Donc, vous avez pour la 140.252.13.65, remarquez que la 140.252.13.65, c'est une adresse d'une machine. C'est la machine O1. D'accord? Pour aller vers cette adresse du réseau SLIP, le Serial Line Internet Protocol, on a la gateway. La gateway, il y a l'interface de sortie. Alors, là, j'ai mis des codes de couleur. J'ai mis une interface bleue au niveau de l'interface de O2, la 140.252.13.35. Donc, si je suis au niveau du routeur R3 et que je veux aller vers la machine 140.252.13.65, qui est tout à fait, qui est représentée par le O1, je suis obligé de passer par l'interface. Je ne donne pas l'interface du routeur R3, mais je donne l'interface du routeur qui est directement connecté au routeur R3. Le routeur O2, on appelle l'interface, c'est le routeur O2, la 140.252.13.35. La 127.0.0.1, c'est l'adresse de bouclage, d'accord? Elle vous rappelle les adresses IP particulières, d'accord? Elle dit c'est une entrée qui est par défaut aussi dans les tables de routage.
Maintenant, la route par défaut, la route par défaut, le réseau 142.252.13.32, le réseau auquel R3 est directement connecté. Donc, via l'interface 34, elle a dit que donc j'ai mis un point vert pour ce réseau-là. Et la route par défaut, c'est l'interface du routeur R1. C'est-à-dire, si je veux aller vers Internet ou là, je veux aller vers le sous-réseau 142.152.1, je suis obligé de passer par l'interface orange, qui est l'interface du routeur R1. D'accord? 142.252.13.33. Voilà. Elle a dit que je mets G. Je mets G, le flag, pour dire que la route est un routeur. D'accord? Comme pour le 1365, je mets UGH pour dire que la route, c'est un routeur. L'interface 35 est un routeur. La 127.0.0.1, je ne mets pas de G. D'accord? C'est l'adresse de bouclage. C'est une adresse d'une machine. U, je mets H pour host. Et pour la 142.152.13.32, je mets U. La route est en service. Alors, pour le ref CNT, c'est le nombre de fois où la route a été utilisée. Et le use, c'est le nombre de paquets utilisés dans cette route. Donc, ce qu'on retire de cette table de routage, c'est que les deux paramètres qu'on doit mettre, la table de routage, les deux premières colonnes, la destination ou la gateway. D'ailleurs, dans l'exercice 5 que vous devez préparer pour la prochaine séance, l'exercice 5, on vous demande de donner les tables. Il y a donc comme une première table de routage, comme à quel routeur appartient cette table de routage. Vous devez répondre. Ensuite, vous devez donner les tables de routage à les autres routeurs. Alors, on a 4 routeurs. On a R1, R1, R2, R3 et R4. Et on doit donner pour ces 4 routeurs une table de routage similaire à celle-ci, sauf que là, on va garder 2 colonnes. On va garder la colonne destination, il y a le réseau de destination, et la colonne gateway, et elle représente l'interface de sortie du routeur. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, de préparer l'exercice 5 pour la prochaine séance. Et on va voir après, on va le corriger. Comment établir des tables de routage pour chaque routeur. Bon, par exemple, on va faire la première question. Donc, on peut faire la première question de l'exercice 5. Donc, vous avez une table de routage. Donc, Donc, l'exercice 5, vous avez une table de routage. Il faut préciser à quel routeur appartient cette table de routage. L'exercice 5. L'exercice 5, série 4. Donc, utilisez la table de routage et utilisez le schéma. Donc, la première table de routage, elle appartient à quel routeur? Le routeur R3. Le routeur R3. Le routeur 3. Alors, je chauffe les réseaux qui sont directement connectés. Il y a l'astuce. R1. Voilà, tu vois, où il y a direct, où il y a indirect. Direct, c'est remise directe. Ou je mets remise directe, c'est les réseaux
le 195 19 20 0 ou le 199 71 35 0, c'est des réseaux qui sont directement connectés au routeur. Donc, on va voir la figure taille. On voit ce qu'on voit le réseau. Donc, on va voir les réseaux. Donc, on a le 19 20 0 et le 71 35 0. Le 19 20 0. Alors, j'ai retrouvé le 19 20, le réseau 19 20 0, je l'ai retrouvé. Ou le 71 35 0, je l'ai retrouvé. Alors, c'est le R1, madame. Voilà, c'est le routeur R1. Le routeur R1, il est entre les deux réseaux. Il est directement lié via l'interface 195 19 20 28 ou 199 71 35 15. Donc, les deux interfaces via lesquelles le routeur R1 est connecté à ces deux LAN. Donc, on déduit que la table de routage qui est donnée, c'est la table de routage du routeur R1. Voilà. Donc, de la même manière, de la même philosophie, essayez de suivre la même philosophie et donner les adresses de routage à les autres routeurs, les R2, R3, R4. Et puis, essayez de faire aussi la dernière question. Donc, pour mercredi, Inch'Allah, on va essayer de traiter cet exercice-là, essayer de le préparer. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, je lève la séance d'aujourd'hui. Ah, merci, madame. Je vous remercie, merci. Ah, madame, vous pourriez nous envoyer... Merci, madame. Oui, les slides, d'accord, merci. En fait, oui, classe. Je peux vous envoyer, vous voulez le PPT? Le PowerPoint? Là où je habite, je connais poser la question de cas. Ah, celui-ci. Oui, vous voulez quoi? Celui-ci. Ce slide-là, si vous voulez. Le slide de quoi? Le dernier, juste le slide. PowerPoint. Toute la PowerPoint, d'accord. Oui. Oui, je vais l'envoyer. D'accord. Ok, donc merci. À mercredi, Inch'Allah.